abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. On en arrive maintenant à la prise en charge de ces convulsions néonatales qui ne sont pas faciles. Donc il faut beaucoup insister sur les mesures générales. Donc il y a aussi le traitement anticonvulsivant et le traitement de la cause s'il y a un traitement. En particulier dans le cas de l'encéphalopathie anosto-hypoxique. Vous passez. Donc les mesures générales, il faut préserver, restaurer les fonctions vitales. Donc arrêter l'alimentation, bien sûr, le mettre en restriction hydrique relative, on va y revenir et dire pourquoi. Oxygéner l'enfant s'il en a besoin, surtout s'il fait un état de mal convulsif, vous êtes obligé de le ventiler. Il faut corriger les troubles hémodynamiques associés, ou qui sont la cause, les troubles de l'hémostase et métaboliques qui peuvent être la cause des convulsions, et traiter éventuellement une hypertension intracrânienne associée, et souvent elle existe chez un enfant qui vient de faire une asphyxie. On appelle ça un petit peu la neuroressuscitation. Donc il faut essayer de maintenir une pression de perfusion cérébrale correcte. Il faut lutter contre l'édème cérébral. C'est vrai que la pression intracrânienne va augmenter dans une boîte crânienne fermée. Il faut déjà les petits moyens. Il faut un enfant qui vient de faire, par exemple, une asphyxie, il ne faut pas lui mettre la tête en arrière. Il faut relever sa tête à 30 degrés pour favoriser le retour veineux et pour éviter d'augmenter cette pression dans sa boîte crânienne. On le met en restriction hydrique, tout en surveillant, bien sûr, la diurèse, le poids. On le ventile, surtout s'il y a un état de mal convulsif. Faire très attention à la PaCO2. Normalement, on doit monitorer la PaCO2 beaucoup plus que la PaO2 chez des enfants qui sont ventilés, en particulier les enfants qui viennent de faire une asphyxie, parce que la CO2 a une action vasomotrice extrêmement importante. Si vous baissez trop la PaCO2, vous risquez d'entraîner une vasoconstriction et diminuer encore plus le débit sanguin cérébral et par conséquent la pression de perfusion cérébrale. Donc le mannitol, ça sert à rien, les corticoïdes également, et les barbituriques en préventif, c'est-à-dire un bébé qui naît en souffrance ou un bébé qui avait un abgar légèrement bas, on lui met du cardénal pour éviter qu'il convulse, ça sert absolument à rien. Donc, quels sont les anticonvulsivants qu'on utilise? Le phénobarbital, bien sûr, la phénitoïne, le clonazepam, le rivotril en cas d'état de mal convulsif. L'hypnovène, on n'en a pas l'habitude. La pyridoxine, bien sûr, si vous êtes dans le cas d'une probable pyridoxinodépendance. Alors, c'est le numéro 1, c'est bien sûr le phénobarbital. Vous me direz après vos habitudes thérapeutiques. Il faut savoir qu'il pénètre rapidement dans le cerveau, il a un début d'action très rapide, il est éliminé de manière un peu plus difficile. Et il faut savoir que le phénobarbital est utilisé en première intention pratiquement par tous les néonates et également par les neurologues. Voilà, normalement, on donne une dose de charge de 20 mg par kilo nivellante. Faites attention, chez un enfant qui vient de faire une souffrance, qui est mal en point sur le plan neurologique, qui a des problèmes au niveau de son cerveau, il faut aller très lentement dans tout ce que vous allez administrer à ce nouveau-né parce qu'il y a des risques de perturbations très importantes, de fluctuations du débit sanguin cérébral qui peuvent être également la cause de dégâts encore plus importants. Faites attention également à l'oxygène. Donc on va renouveler, si ça ne marche pas, vous renouvelez soit par dose, il y a certains qui donnent 10 mg par kilo, le mieux c'est 5 mg kilo toutes les 10 minutes, donc il faut aller très lentement, il ne faut pas se précipiter et tout de suite remettre le phénobarbital chez un enfant qui convulse. Et là, vous ne devez pas dépasser 40 mg par kilo. De façon à obtenir une barbitémie efficace, c'est le traitement d'entretien. Généralement, nous on utilise 3 mg par kilo. Il faut savoir l'arrêter, le phénobarbital, on va y revenir. Bon, là, c'est un petit peu pour vous montrer que le phénobarbital, il est employé pratiquement lors du premier épisode, dans la majorité des cas, et tous les gens sont d'accord pour que ce soit le phénobarbital qui soit donné en première intention.
Donc il a une bonne tolérance hémodynamique et il est efficace en première intention dans 70% des cas. En deuxième intention, la phénitoïne que nous n'avons jamais eue. Si un état de mal convulsif, on a l'habitude d'utiliser le clonazepam en nivellante, ça marche généralement bien, mais il y a aussi toutes les règles qui vont avec et qu'il faut absolument respecter, maintenir une tension artérielle normale, donc c'est très important de surveiller l'hémodynamique chez les nouveau-nés, leur prendre leur tension, monitorer leur tension et corriger bien sûr les anomalies métaboliques associées. Quand arrêter le phénobarbital, là il n'y a pas de consensus, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il n'a pas de rôle prophylactique. Bon, actuellement, on est un petit peu, je vous dis, des fois on dit 20 ans avant, on vous dit une chose, et 20 ans après, on va vous dire le contraire. Donc là, il y a des gens qui sont en train de revenir sur le rôle prophylactique du phénobarbital. Donc, il faut savoir que la récurrence des convulsions, elle est totalement indépendante du traitement. Et ce qui est très important à savoir, que les antiépileptiques, ça a quand même un effet, surtout le phénobarbital, sur le développement cognitif de ces enfants. Donc, faites très attention. Donc on a vu, pas de problème pour le commencer, mais pour l'arrêter, on est toujours très en fait prudent. On a peur surtout, c'est surtout nos angoisses qu'on traite. Donc il faut savoir que il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru avant. Je me rappelle des années où on disait non, on garde le phénobarbital pour couvrir la période des vaccinations. Il y en a qui disaient on le garde jusqu'à 1 an, jusqu'à 2 ans. Donc, mais la plupart des gens maintenant disent qu'il faut arrêter précocement le phénobarbital. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de récurrence précoce des convulsions. C'est-à-dire que si votre enfant vient de faire une encéphalopathie anoxo-ischémique, il va convulser les premières heures, vous n'allez jamais le voir reconvulser 15 jours après ou dans le mois qui suit. Quand il reconvulse, c'est souvent beaucoup plus tardivement. Donc, il faut savoir que cette récurrence, elle est totalement indépendante de la prophylaxie par le phénobarbital et la neurotoxicité, je viens d'en parler, elle est extrêmement importante. Donc, il faut bien peser le pour l'arrêt ou le contre. Il faut bien peser votre indication de maintenir le traitement par le phénobarbital. Donc en gros, si c'est un stade 2, il faut s'en débarrasser avant que l'enfant sorte de l'unité de néonat. Si c'est une encéphalopathie stade 3 sévère, avec état de mal convulsif, c'est un enfant chez lequel on a eu du mal à arrêter les convulsions, il faut continuer le traitement, le contrôler sans dépasser 3 mois de traitement. Généralement, nous, on arrête à 1 mois. En ce qui concerne ce qu'il y a un traitement de la cause, si vous avez une cause dans des antibiotiques en cas de méningite, en cas de troubles métaboliques, en cas de pyridoxinodépendance, vous avez un traitement qui peut être bien codifié. En ce qui concerne l'encéphalopathie anoxo-ischémique, il n'y a pas de traitement véritable. Le traitement, vous le savez tous, je ne vais pas me répéter, il est essentiellement préventif. Il faut qu'on agisse en amont, il faut qu'on organise nos salles de réanimation, nos salles de naissance, organiser la réanimation néonatale, insister sur la formation, parce qu'on doit porter assistance à un cerveau en danger en fait. Donc il faut moi je pense que de la puéricultrice à la sage-femme, on doit apprendre tous les gestes qu'on doit apprendre en matière de réanimation de façon à pouvoir faire baisser, éviter que le score d'Apgar reste bas à 5 minutes en tout cas. Donc actuellement, par contre, il y a un traitement qui a été ce qu'on appelle la neuroprotection par l'hypothermie contrôlée, c'est-à-dire lorsque vous avez un enfant qui a fait une asphyxie néonatale, il faut éviter de le réchauffer, il faut essayer de le maintenir. Il faut l'hypothermie contrôlée, ça veut dire que vous n'allez pas le mettre dans une chambre froide et le laisser sans surveillance, parce que l'hypothermie, elle n'est envisageable que si elle est contrôlée. Donc actuellement, on met ces enfants à la température de 33,5 à 34 degrés, sans descendre en dessous de 33, sans monter au-dessus de 36. Donc il faut que ces enfants restent
froid sans sortir de certaines limites. Donc cette hypothermie, elle doit être très progressive, elle doit être appliquée le plus tôt possible, avant 6 heures, sinon ça sert à rien du tout, parce que là on va agir sur ce qu'on appelle la cascade qui va arriver, on a un petit peu de temps pour agir, qui va aboutir à la mort neuronale retardée, et c'est l'action de cette hypothermie qui va permettre de freiner cette mort neuronale. Donc, et le délai, donc il faut la débuter précocement et la maintenir pendant 48 à 72 heures. Donc il faut savoir qu'il y a des effets secondaires, donc on ne peut pas improviser, on ne peut pas la faire n'importe comment. Moi, ce que je dis aux résidents, évitez d'allumer la table chauffante chez un enfant qui vient de faire une asphyxie, surveillez sa température, essayez de le maintenir autour de 35, mais faites très attention à ne pas le réchauffer. Donc n'allumez pas une table lorsque l'enfant vient de faire une asphyxie, mais surveillez, si jamais il descend trop bas, réallumez votre... Il ne faut pas surtout qu'il y ait... C'est comme les convulsions fébriles en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de fluctuations brusques de la température qui peut être encore plus délétère et plus dangereuse pour le cerveau de cet enfant. Bon, le pronostic, bien sûr, il va dépendre de l'étiologie, de la pathologie de situation, du type de crise. Je vous ai dit tout à l'heure que les convulsions myocloniques, les crises hypertoniques sont de moins bons pronostics. De l'EEG, l'EEG il est extrêmement important, et du traitement, la manière dont vous allez traiter cet enfant, bien sûr, et de la durée du traitement.